Alors, pour la deuxième partie donc, du cours de mardi 18 janvier, il y a eu un petit bug. Donc, on va repartir de là. Donc, on venait de caractériser les interactions qui pouvaient se produire entre un dipôle magnétique et une source de champ magnétique extérieur. Évidemment, un dipôle magnétique étant lui-même source de champ magnétique, on peut avoir des interactions entre des dipôles magnétiques, notamment les interactions entre des petits aimants. Pour caractériser les interactions entre les petits aimants, j'ai dessiné donc deux petits aimants, numéro 1, numéro 2. B1, c'est celui produit par le 1, B2, celui produit par le 2. Et là, on constate que les pôles nord magnétiques des petits aimants sont opposés. Normalement, il y a bien une répulsion qui peut être assez forte. C'est quasiment impossible de les maintenir collés, évidemment. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation d'équilibre instable. Parce que si vous approchez, en général, on voit qu'on n'arrive pas à les maintenir face à face comme ça très longtemps, ça bouge. On est sur une situation d'équilibre instable. En effet, un équilibre stable, c'est quand l'énergie potentielle est minimale. Et on constate sur le petit dessin que l'énergie potentielle est minimale si alpha égale 0. C'est-à-dire que le vecteur M et le vecteur B extérieur sont parfaitement alignés. Donc il n'y a pas de couple. L'énergie potentielle, elle est bien minimale puisqu'elle est la plus négative possible. Sauf que si vous mettez effectivement les pôles nord face à ce moment-là, l'énergie potentielle de l'aimant 1 ou de l'aimant 2, elle est maximale. C'est pour ça que l'équilibre, il est instable. Donc c'est bien un extrémum d'énergie potentielle, donc a priori, il y a équilibre, mais il est instable puisque c'est un maximum d'énergie potentielle et pas un minimum. Alors pourquoi? Parce que là, c'est comme si on avait le vecteur M et le vecteur B extérieur qui sont collinéaires, mais en sens opposé, anticollinéaires. Comme si alpha valait pi, si vous voulez. Donc à ce moment-là, le produit scalaire, il est négatif, donc l'énergie potentielle, elle est positive et elle est maximale. C'est pour ça que c'est instable. Voilà pourquoi les pôles nord magnétiques se repoussent. Même chose si vous mettez des pôles sud face à face. Pour observer un équilibre stable entre les deux aimants, si vous voulez mettre les deux aimants voilà, alignés et avoir un équilibre stable, eh bien c'est que lorsque l'énergie potentielle de chaque aimant est minimale. Donc là, on a bien un équilibre stable. Et là, en effet, c'est bien lorsque B2 et M de l'aimant 1 sont alignés, et lorsque B1 et le M de l'aimant 2 sont alignés, à ce moment-là, l'énergie potentielle, moins M scalaire B de chaque aimant, est la plus négative possible, minimale, donc il n'y a pas de couple, et on a effectivement un équilibre stable. Alors, s'ils sont suffisamment proches, ça pourra aller jusqu'à l'adhérence. En effet, on peut alors observer l'adhérence entre deux aimants permanents. Lorsqu'il y a adhérence entre deux aimants permanents, on peut dire que l'aimant du bas, si vous voulez, il a son pôle sud qui est confondu avec le pôle nord de l'autre. Les pôles magnétiques nord et sud s'attirent et il peut y avoir une adhérence. Alors cette adhérence, évidemment, elle est caractérisée par une surface d'adhérence que j'appelle sigma. Alors vous admettez, ce sera fourni dans l'énoncé si c'est nécessaire, que cette force d'adhérence, c'est la surface fois une densité surfacique de force, c'est-à-dire une pression en Pascal, puisque une force par unité de surface c'est une pression, qui vaut mu0 grand M carré, où mu0 c'est la perméabilité du vide que vous connaissez bien, qui est pi 10 moins 7 en I mètre moins 1. Et grand M, c'est ce qu'on appelle l'aimantation, en ampère mètre moins 1, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire le moment magnétique petit m divisé par le volume. Donc on a une aimantation pour l'aimant du bas par exemple, donc c'est son moment magnétique petit m en ampère mètre carré divisé par son volume. Alors on expliquera tout à l'heure que dans les matériaux ferromagnétiques avec lesquels on fabrique des aimants, l'aimantation elle est comprise entre 10 puissance 5 et 10 puissance 6 ampère mètre moins 1. Et on va justement étudier le cas des aimants permanents les plus puissants entre guillemets. Alors pour cela, on va prendre un aimant en néodyne, dont justement l'aimantation est maximale, 10 puissance 6 ampère mètre moins 1. Ça ressemble à une espèce de pièce d'1 euro, si vous voulez, un aimant en néodyne, c'est-à-dire c'est une espèce de pastille d'épaisseur 3 mm, donc c'est vraiment très fin, et de diamètre 18 mm, donc c'est pas très gros. Et son moment magnétique petit m, il vaut donc 0,76 ampère mètre carré. Pourquoi? Vous faites 10 puissance 6 multiplié par son volume, et vous avez 0,76 ampère mètre carré. Alors on avait vu qu'on pouvait atteindre 10 ampère mètre carré pour des petits aimants, évidemment, c'est quand ils sont plus gros, parce que là, c'est vraiment une toute petite pastille. Et cette toute petite pastille, effectivement, elle est capable d'exercer une force de 319 newtons sur une autre petite pastille en néodyne, en dessous. Donc si j'imagine un aimant en néodyne, la petite pastille de néodyne qui est par exemple soudée au plafond, si je prends une autre pastille de néodyne à laquelle j'accroche une masse M, eh bien on va être capable de maintenir à peu près 32 kg.
Alors ça permet de faire effectivement ce qu'on appelle des soudures magnétiques. L'avantage c'est que on peut, si on est suffisamment fort, on peut arriver à les décoller si vous voulez, et on peut les recoller. Donc ça permet effectivement de faire des adhérences assez importantes. On peut aller jusqu'à 32 kg avec des petites pastilles. Alors imaginez avec des aimants beaucoup plus gros, hein, on va pouvoir jusqu'à maintenir des tonnes. Et l'explication, c'est parce qu'il existe une force, évidemment, qui attire les deux, et cette force, on peut la caractériser par une densité surfacique, une pression, hein, qui vaut mu0 grand M carré, avec grand M l'aimantation, qui vaut le moment magnétique petit m sur le volume de l'aimant. Bon, j'en dirai pas plus, on aura l'occasion d'en reparler, et ça permet de justifier les adhérences. Alors, petit 1, donc après avoir présenté la notion de dipôle magnétique, et surtout ce que ça permettait de modéliser, on va pouvoir passer aux équations de Maxwell dans un matériau ferromagnétique. Alors bien sûr, implicitement, dans tout ce chapitre grand 5, on est dans la RQS, donc on va avoir des régimes variables, hein, mais toujours avec des fréquences suffisamment faibles, et donc toujours dans la RQS. Qu'est-ce qu'on appelle un milieu aimanté? Alors un milieu polarisé, c'est un milieu isolant dans lequel on faisait apparaître des dipôles électriques. Eh bien un milieu aimanté, c'est un milieu dans lequel on va faire apparaître des dipôles magnétiques. Pour caractériser donc la présence de ces dipôles magnétiques, on va imaginer un volume de matériaux aimantés, par exemple un volume d'aimant permanent, un petit élément de volume d'étau, le point M qui le repère, hein, et on appellera dm le petit moment magnétique, puisque si c'est un tout petit élément de volume d'étau, je vais avoir un tout petit moment magnétique que j'appelle dm. L'aimantation, dont on a parlé tout à l'heure, en ampère-mètre -1, c'est tout simplement dm sur d'étau, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était le moment magnétique sur le volume. Eh bien, cette aimantation, c'est un champ vectoriel, alors qui dans le cas général n'est pas forcément uniforme partout dans le matériau, hein, qu'on appelle l'aimantation. C'est le moment magnétique par unité de volume. Donc l'aimantation, c'est le moment magnétique par unité de volume. Donc l'aimantation va effectivement caractériser la présence des dipôles magnétiques dans le matériau. Alors pourquoi il y a des dipôles magnétiques qui apparaissent dans un matériau? Alors il y a un premier phénomène, c'est le diamagnétisme, qui permet d'expliquer qu'en fait, des dipôles magnétiques, il y en a dans tous les matériaux. Il suffit qu'il y ait des atomes, il suffit qu'il y ait des électrons sur des orbites. Alors en effet, un électron sur une orbite dans un atome, ça tourne. Donc, alors, c'est pas forcément circulaire, on est bien d'accord, c'est une image classique en physique quantique. Mais en tout cas, ça se déplace, voilà, ça fluctue, ça bouge. Donc ça produit une charge qui bouge, donc un courant. Donc c'est comme si on avait un courant I sur une trajectoire à peu près circulaire, enfin peu importe. Donc il y a un moment magnétique qu'on appelle mu orbital, le moment magnétique orbital. Donc ça veut dire que dans toute la matière, parce que dans tous les atomes, du moment qu'il y a des électrons, on va avoir des mouvements orbitaux, donc on va avoir des moments magnétiques orbitaux. Donc, en fait, toute la matière va s'aimanter, car la matière est au moins diamagnétique. Mais le diamagnétisme, c'est vraiment très très faible. Si vous approchez un aimant permanent d'un morceau de papier, par exemple, vous n'allez pas attirer le morceau de papier. Le morceau de papier, il est diamagnétique, hein, c'est-à-dire qu'il y a uniquement des moments magnétiques orbitaux des électrons dans les atomes, et ça ne permet pas d'attirer le morceau de papier, donc l'interaction est très faible. Le phénomène d'aimantation est très très faible dans un matériau diamagnétique, donc on n'en parlera plus. Deuxième catégorie de matériaux, un petit peu plus fort en termes d'aimantation, c'est les matériaux paramagnétiques. Alors le paramagnétisme, on en a parlé tout à l'heure avec le lithium, ça va être le cas aussi dans le cuivre, l'aluminium ou le zinc, c'est lorsqu'il y a des électrons célibataires sur les orbites des atomes. Électrons célibataires, c'est-à-dire que le spin total de l'atome, il n'est pas nul. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un spin résultant. Et un spin, on imagine, image classique, que c'est un électron qui tourne sur lui-même, donc on aura un moment magnétique de spin, mu spin. Et effectivement, mu spin, c'est beaucoup plus grand que mu orbital. Donc lorsque dans certains matériaux, vous avez des atomes avec des électrons célibataires, ou des molécules avec des électrons célibataires, ça existe aussi, par exemple la molécule de dioxygène, vous allez avoir un moment magnétique de spin, donc un spin résultant et un moment magnétique de spin qui est beaucoup plus fort. Les matériaux paramagnétiques vont s'aimanter un petit peu plus fort, en effet, on précisera tout à l'heure, notamment l'aluminium, mais si vous approchez un aimant permanent d'un petit morceau d'aluminium, vous ne l'attirez pas non plus. Donc on se doute que l'interaction elle est quand même très faible, et que l'aimantation va faire effectivement être très faible. Alors comment expliquer qu'un aimant attire un autre aimant, ou qu'un aimant attire un clou en acier, ou qu'on va pouvoir soulever des tonnes d'acier avec certains électroaimants? Donc attention, il y a une dernière catégorie de matériaux. En réalité, il y en a beaucoup d'autres, mais cette année, on va se limiter à ces trois catégories. Il y a certains matériaux paramagnétiques, à la base, qui sont sous forme de solides cristallisés, pour des températures suffisamment basses. On appelle température de Curie la température limite, mais enfin ça reste quand même très élevé, notamment pour le fer, c'est 1073 Kelvin.
Donc, un morceau de fer cristallisé à une température inférieure à 1073 Kelvin, donc la température ambiante, eh bien, à l'intérieur de ce matériau, il y a un phénomène quantique qui va se produire, qu'on appelle le couplage spin-orbite, c'est au niveau microscopique, mais on ne détaillera pas, c'est pas votre programme. Et ce couplage spin-orbite va provoquer un alignement spontané des moments magnétiques de spin qui sont présents, puisque le matériau à la base est paramagnétique, sur des domaines assez importants, parce que ça peut aller jusqu'à l'ordre du millimètre cube, qu'on appelle des domaines de Weiss. On va pas trop déborder le programme, parce que là je déborde un petit peu votre programme officiel, mais c'est bien d'avoir une idée assez précise de ce qui se passe. Dans un matériau paramagnétique classique, comme par exemple de l'aluminium, sur 1 millimètre cube, eh bien, il y a évidemment des moments magnétiques de spin, parce qu'il y a tout un tas d'atomes avec des électrons célibataires, mais globalement, ces moments magnétiques de spin, bah, ils s'orientent un petit peu de manière chaotique, aléatoire, et si je fais la somme, le moment magnétique résultant sur 1 millimètre cube, ça va faire 0. Donc voilà pourquoi il n'y aura pas une forte aimantation. Par contre, dans un matériau ferromagnétique, grâce à ce phénomène quantique de couplage spin-orbite, et tous les matériaux paramagnétiques solides cristallisés ne sont pas ferromagnétiques, comme par exemple l'aluminium, eh bien, vous allez avoir un alignement spontané, donc c'est un phénomène de couplage quantique. Les moments magnétiques de spin, hein, donc les mêmes, puisqu'il y a des électrons célibataires, bah, ils vont pas parfaitement, évidemment j'ai exagéré, mais quasiment parfaitement s'aligner sur 1 millimètre cube et produire un moment magnétique résultant non nul et assez important qu'on appelle mu ferro, moment magnétique ferromagnétique. Voilà, c'est ça le phénomène du ferromagnétisme. C'est un phénomène quantique qui apparaît dans certains matériaux paramagnétiques solides cristallisés, qu'on appelle le couplage au spin-orbite, et on va avoir un alignement spontané, ça se fait tout seul, c'est naturel, des moments magnétiques de spin sur une échelle assez grande quand même, puisque le millimètre cube au niveau microscopique c'est énorme, et voilà pourquoi on va avoir un moment magnétique résultant non nul. Alors ça va être le cas dans le fer, d'où le nom ferromagnétique, dans les aciers éléphants, donc les alliages de fer et de carbone. C'est le cas aussi du nickel. Alors le nickel qu'on utilise pour faire les pièces de monnaie, hein, c'est pour ça qu'on va attirer une pièce d'1 € par exemple avec un aimant. C'est le cas du cobalt, c'est le cas du chrome. Alors bien sûr, il y en a d'autres encore. Alors c'est le cas de certains alliages. On va faire des alliages. Alors ce qui est assez particulier, c'est qu'on peut faire des alliages, par exemple avec de l'aluminium, du nickel et du cobalt. Ça s'appelle l'alnico, parce que l'on fait beaucoup d'aimants en alnico. C'est un alliage qui est ferromagnétique. Bon, nous on va pas rentrer trop dans les détails. C'est le phénomène du ferromagnétisme. Alors, sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, qu'est-ce qui se produit? Donc, si on imagine un petit aimant en forme de cylindre que vous mettez à l'intérieur d'une bobine, parcouru par un courant I, et que vous produisez un champ magnétique de 10-3 Tesla avec cette bobine, I de l'ordre de 1 ampère, donc tout à fait classique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dans un matériau paramagnétique classique, alors ce petit aimant, il a un volume de l'ordre du centimètre cube, hein. Dans un matériau paramagnétique classique, par exemple de l'aluminium, eh bien, sous l'effet de ce champ magnétique extérieur, bien sûr, les moments magnétiques de spin vont interagir et vont avoir tendance à vouloir s'aligner sur le B extérieur, mais évidemment, à cause de l'agitation thermique, ça va être très chaotique, l'alignement sera partiel, hein, pas énorme. On va quand même arriver à avoir un moment magnétique que j'appelle M para sur le centimètre cube non nul, hein, et donc on va réussir à avoir une aimantation, donc un moment magnétique par unité de volume, en ampère mètre moins 1, de l'ordre de 100, entre 10 et 100. Mais on va constater que ce champ magnétique paramagnétique, donc produit par l'aimantation, il reste très très petit devant le champ magnétique extérieur créé par la bobine. Mais surtout, quand on va couper l'intensité dans la bobine, quand on va couper B extérieur, là, crac, patatras, les moments magnétiques de spin vont à nouveau s'agiter dans toutes les directions, et on n'aura plus du tout de moments magnétiques résultants, et donc plus du tout de champ magnétique produit par l'aimantation toute seule. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans un matériau paramagnétique classique comme l'aluminium. Dans un matériau ferromagnétique, alors déjà, on sait qu'il y a déjà un alignement important qui est déjà effectué, même si B extérieur est nul, à l'échelle du millimètre cube. Alors à l'échelle du centimètre cube, tous les petits millimètres cubes de mu ferro vont déjà s'aligner partiellement, pas parfaitement. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir obtenir un moment magnétique résultant très important et une aimantation, donc un moment magnétique par unité de volume très important, puisque regardez, en gros, jusqu'à 10 puissance 6, donc 10 000 fois plus important que dans le paramagnétique classique, que dans l'aluminium. Et ça va provoquer un champ magnétique ferromagnétique, donc champ magnétique créé par l'aimantation toute seule, de l'ordre de 1 Tesla, donc beaucoup plus grand que le champ magnétique extérieur. C'est-à-dire que là, la conséquence, la réponse, elle est beaucoup plus forte que la cause, que l'excitation. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on a plus d'énergie à la fin qu'on en avait au début, pas du tout, j'ai pas dit ça, hein. Là, on est uniquement sur un phénomène d'aimantation. Et surtout, quand on va couper le courant, donc couper le champ magnétique extérieur, eh bien, une aimantation va
rester. Donc le champ magnétique créé par le matériau ferromagnétique, il va être non nul, il pourra être de l'ordre de 1 Tesla. Donc il va rester ce qu'on appelle une aimantation rémanente. Donc quand vous coupez l'excitation, bah en fait, il va y avoir un petit désalignement si vous voulez, mais il va rester un alignement résiduel. Alors ça, c'est vraiment la caractéristique essentielle des matériaux ferromagnétiques. On aura une aimantation rémanente. On va donc pouvoir fabriquer des aimants permanents. Là voilà, il n'y a plus de mystère. C'est plus magique. Même si le mot magnétique, ça veut dire magique en grec, d'un point de vue étymologique, la pierre magique, hein, eh bien c'est pas magique. On a expliqué pourquoi on pouvait fabriquer des aimants permanents, donc des matériaux qui vont pouvoir produire du champ magnétique de manière indépendante. Alors l'expérience bien sûr classique avec le clou en fer, si vous prenez un aimant en U, vous allez pouvoir attirer un clou en fer, en acier, il y aura donc une adhérence, le pôle nord va attirer le pôle sud. Alors en réalité, si le clou en fer il n'était pas du tout aimanté au départ, ben, en fait il va s'aimanter sous l'effet de l'aimant permanent en U. En effet, le champ magnétique extérieur créé par l'aimant en U va donc aligner l'aimant magnétique ferromagnétique. Donc on aura un moment magnétique M ferro non nul, une interaction comme vous pouvez le voir qui va être attractive et une adhérence. Et on constate d'ailleurs que si vous retirez le clou en acier, bah, l'aimantation va rester, puisque ce clou en acier va pouvoir attirer un autre clou en acier, hein. Vous avez évidemment déjà tous fait cette expérience que j'ai ici, voilà. Donc en effet, après le clou en acier, il va attirer un autre clou en acier, etc., etc. Donc en fait, le clou en acier devient lui-même un aimant. Et si vous retirez l'aimant en U, le clou en acier devient lui-même un aimant permanent, qui pourra lui-même attirer d'autres aimants. Donc on l'aura aimanté, et on aura maintenu une aimantation rémanente à l'intérieur. Par contre, si je fais l'expérience avec un clou en aluminium, alors en réalité, bah, le clou en aluminium, il s'aimante aussi, sous l'effet du champ magnétique extérieur créé par l'aimant en U. Mais le moment magnétique paramagnétique, il est très faible. Trop faible pour qu'il y ait adhérence. Donc ça n'arrive même pas à soulever le clou en aluminium. Alors l'explication, si je prends un diamètre de 5 mm, donc une surface sigma de 2,5 10.5 m² pour la surface ici, là. La force en newton, bah, ce serait donc cette surface fois la force par unité de surface, donc mu0 grand M carré, avec grand M, bah, l'aimantation qui va quand même apparaître dans le clou en aluminium. On va prendre, j'ai pris quoi, 100 je crois, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, 10 puissance 2, bah, ça nous fait du 3,1 10-9 newton. Donc là, c'est clair qu'on est très loin de pouvoir soulever des clous en acier qui vont faire quelques grammes. Très très loin. Donc la force, elle existe, mais elle est beaucoup trop faible pour soulever le clou en aluminium. Et dès qu'on retire le clou en aluminium de l'aimant, d'ailleurs, bah, l'aimantation elle disparaît totalement, parce qu'il n'y a pas de couplage au spin-orbite, il n'y a pas de moment magnétique résiduel, il n'y a pas d'aimantation rémanente. Donc l'aluminium ne peut pas fabriquer d'aimant permanent. Alors pour modéliser les sources de champs magnétiques, parce qu'effectivement, l'aimantation, grand M, bah, on vient de voir que c'est une source de champ magnétique. Et une source de champ magnétique très importante lorsqu'on est dans un matériau ferromagnétique où l'aimantation est très forte. Eh bien, puisque l'aimantation est une source de champ magnétique, on va faire comme si c'était des courants. On va appeler ça des courants fictifs. Bien sûr, ils n'existent pas s'ils sont fictifs, hein. Donc une aimantation, on va faire comme si c'était des courants. Donc un moment magnétique, comme par exemple un moment magnétique ferromagnétique, on va faire comme si c'était une boucle de courant avec une surface, un courant fictif. Donc un petit moment magnétique dm sur un petit élément de volume d'Eto, on va faire comme si c'était bah, des petits courants volumiques J fictifs en ampères mètre moins 2. Donc l'idée, pour pouvoir introduire le phénomène d'aimantation dans les équations de Maxwell, c'est de faire comme si l'aimantation était une source de champ magnétique, évidemment, mais comme si c'était des courants J, des courants volumiques qu'on appelle des courants J liés, les courants d'aimantation, les courants liés, en tout cas des courants fictifs qui n'existent pas. On peut démontrer, la démonstration n'est pas votre programme, donc vous admettez que c'est égal à rotationnel de M. Donc le rotationnel de l'aimantation est équivalent, en ampères mètre moins 2, à des courants, et on va appeler ça des courants liés. C'est comme si l'aimantation se comportait comme des courants volumiques répartis dans la masse du matériau ferromagnétique. Donc dans l'équation de Maxwell-Ampère dans la RQS, au lieu de mettre mu0J, on va mettre mu0J plus J lié. C'est comme s'il y avait en tout un courant total J plus J lié. Donc il y a les vrais courants, bien sûr, classiques, hein, et les courants liés qui sont dus à l'effet de l'aimantation. Donc c'est la seule chose qu'on va modifier. Dans l'équation de Maxwell-Ampère, on va rajouter un terme de courant, puisqu'on va rajouter une source de B. Donc le B total, il est effectivement produit par les courants, les vrais courants, et les courants liés, donc par les vrais courants et l'aimantation.
Donc si vous remplacez Gillier par rot de M, si vous passez tout dans le même rotationnel, ça va vous faire rotationnel de B sur mu0 moins M égale J. Et on décide de poser H, un champ vectoriel qu'on appelle excitation magnétique, qui aura la dimension de l'ampère mètre moins 1, qui vaut donc B sur mu0 moins M. Et on aura donc rot de H égale J. C'est comme ça qu'on va écrire l'équation de Maxwell-Ampère dans un matériau ferromagnétique. Et on l'appellera l'équation de Maxwell-Ampère relative à H. Alors bien sûr, cette équation, elle n'a d'intérêt que dans un matériau ferromagnétique, donc que dans un matériau qui va très fortement s'aimanter. Dans les matériaux paramagnétiques ou diamagnétiques, où il y a quand même une aimantation, on l'a vu, mais très très faible, H, ça va être B sur mu0, puisque le M, il va être négligeable devant le B sur mu0 systématiquement. Donc finalement, H, ça revient à B sur mu0, et vous retrouvez ρ de B égale mu0J, il n'y a pas de courant lié, on peut négliger les courants liés, et on retrouve l'équation de Maxwell classique. Donc dans tous les matériaux, bien sûr, ρ de B égale mu0J, dans les matériaux ferromagnétiques seulement, on va être obligé de rajouter un terme, puisque l'aimantation va produire un champ magnétique non négligeable, et on a même vu qu'il pouvait être plus important que le champ magnétique créé par la cause, comme par exemple créé par le solénoïde. Alors pour finir, évidemment, derrière tout ça, il va y avoir un théorème d'Ampère, un peu différent. Donc on va redémontrer le théorème d'Ampère, mais avec ρ de H égale J. Donc on va sur le contour fermé, la surface ouverte s'appuyant habituellement, appliquer le théorème de Stokes-Ampère et calculer la circulation de H sur un contour fermé. Donc le flux de rad de H, donc le flux de J, donc l'intensité. Donc voilà pourquoi le théorème d'Ampère dans la RQS en présence d'un matériau ferromagnétique, on va le modifier. Et au lieu de prendre la circulation de B, on prendra la circulation de H sur un contour fermé. Voilà. Et au lieu d'avoir mu0i, on aura I tout court, car H est des ampères mètre moins 1. Voilà le théorème d'Ampère relatif à H dans la RQS, quand il y a évidemment un matériau ferromagnétique. On en déduit donc que H, l'excitation magnétique, sa source, c'est l'intensité. On le voit très bien, la vraie intensité, on le voit très bien dans le théorème d'Ampère relatif à H. Alors que le champ magnétique, en fait, il a deux sources. Il a le courant, évidemment, comme d'habitude, et aussi l'aimantation quand elle est non négligeable. C'est le cas dans les matériaux ferromagnétiques. Voilà, ce sera tout pour la deuxième partie donc, du cours. Évidemment, on va poursuivre ce chapitre grand 5 pour voir les applications des matériaux ferromagnétiques et on va voir qu'il y a énormément d'applications. Alors, on a déjà vu les aimants permanents, mais pas seulement. Il y aura des applications notamment dans les transformateurs, donc bien sûr, éléments essentiels de tous les systèmes électroniques et éléments essentiels, et bien sûr, pour EDF.